Hello la compagnie, c'est Neil. Aujourd'hui, je vais comparer les ETF du Standard & Poor's 500 et voir lequel est le meilleur pour investir. Si ce type de vidéo vous plaît, indiquez-le dans les commentaires et n'hésitez pas à me proposer des actions ETF que vous souhaitez que je compare ou j'analyse. On n'oublie pas non plus, également, le pouce et de s'abonner, ça m'aide beaucoup pour le référencement, je vous en remercie. Petit disclaimer, comme toujours, tout ce qui est présenté ici est à titre d'information. Cela ne constitue en aucun cas des conseils d'investissement. Investir en bourse comporte des risques de perte totale ou partielle de votre capital. Faites attention, les performances passées ne garantissent en rien des résultats futurs. Vous êtes prévenus, soyez responsable de vos actes et informez-vous avant d'investir. Alors, on parle ici d'ETF, mais réellement, c'est quoi un ETF ? Donc quand on parle d'ETF, on parle de l'Action Traded Fund, en anglais, ou fonds négociés en bourse. Donc c'est un type d'investissement qui se négocie en bourse comme une action en fait. En gros, ce sont des fonds qui ont pour objectif d'essayer de répliquer la performance d'un indice boursier. Si on prend le cas du Standard & Poor's 500, qu'on appelle aussi S&P 500, donc c'est un indice boursier qui regroupe les 500 plus grandes entreprises qui sont cotées aux États-Unis. Donc quand on parle de 500 plus grosses entreprises qui sont cotées, en fait on parle de la capitalisation boursière, c'est-à-dire le prêt boursier entamé sur les marchés par les sociétés en question. Donc ça représente la majorité du marché américain. Alors bien sûr, investir un ETF, c'est pas tout à fait comme une action. Il y a des risques, comme toujours, mais les risques sont un petit peu plus compliqués à comprendre. Et on va le voir tout de suite. Donc le premier risque qu'on a, bien, en fait, quand vous achetez un ETF, vous achetez le marché. Alors, pas tout à fait, mais une partie du marché. Donc quand vous achetez un marché, bien forcément, vous êtes lié à son évolution. Donc si le marché baisse, votre valorisation va baisser, et si le marché augmente, elle va augmenter. Donc le premier risque que vous allez avoir, c'est le risque de marché. Le second risque est lié à la liquidité. Donc il faut bien savoir que, au même titre qu'une action générale, vous avez certains ETF qui sont un peu jeunes, qui sont pas encore très capitalisés, donc il n'y a pas encore beaucoup d'actions en vente, et il n'y a pas encore beaucoup d'échanges d'actions autour de cet ETF. Donc, en cas de gros problème, on peut avoir un risque de liquidité sur certains ETF. Donc, préférez des ETF qui ont plutôt beaucoup d'échanges sur les marchés. On peut également avoir, lié à ce risque de liquidité, des spreads qui peuvent être très élevés également. Donc le spread, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais globalement, c'est la différence entre le montant de vente et le montant d'achat. Vous prenez le montant de vente, je ne sais pas si un montant de vente, par exemple, est à 110 €, et que la valeur d'achat est à 100, on fait la valeur de vente moins la valeur d'achat, donc 110 moins 100, ça nous fait 10, et on divise par 2. Et vous avez le spread. Donc là, en l'occurrence, ça sera un spread de 5%. Vous n'avez pas des spreads à 5% en général, sauf si vous êtes chez un mauvais courtier. Ensuite, on va avoir un risque de change. Alors ça, c'est quelque chose que les gens ont tendance à largement sous-estimer, mais là, dans l'actualité actuelle, c'est typiquement un risque qui est important. C'est la différence entre l'action que vous prenez, donc la valeur d'ETF que vous prenez ici, qui va être peut-être cotée par exemple en euros, et les valeurs de cet ETF qui peuvent être cotées dans autre chose. Donc par exemple, pour le S&P 500, on va être coté en dollars. Si vous investissez sur un ETF S&P 500 qui est en euros, vous avez un risque de change. Le risque de change, c'est quoi ? Eh bien, c'est la variation du change entre l'euro et le dollar. Donc si le dollar monte, forcément, vous allez avoir un risque vis-à-vis de l'euro qui va être plutôt un risque positif puisque ça va baisser. Et inversement, si le dollar baisse fortement, eh bien là, vous allez avoir une perte de capital. Donc, dans le premier cas, on a une augmentation de capital, et dans le deuxième cas, on a une baisse du capital. Et ce, même si la performance du S&P 500 augmente. Voilà. Le dernier, c'est le risque lié aux contreparties. Alors là, on va parler
plutôt d'ETF synthétiques. Alors, la différence entre un ETF synthétique et physique, elle est très simple. Dans l'ETF synthétique, on va plutôt prendre des produits dérivés qui vont nous permettre d'investir sur des actions de cet ETF. Et dans le cas physique, le fonds qui gère l'ETF, en fait, achète réellement des actions. Alors vous allez me dire, mais où est ce risque? Bien, c'est très simple. Sur un produit dérivé, en gros, c'est comme si on investissait dans une entreprise qui va investir pour nous. Quand vous faites ça, si votre entreprise intermédiaire a des problèmes de liquidité, vous risquez de perdre la totalité du montant que vous avez investi dans cette société. Eh bien, pour le risque synthétique, c'est exactement le même principe. Donc, vous avez, dans le cas d'un ETF synthétique, un risque de perte totale du capital. Alors, dans la réalité, il y a des assurances, il y a beaucoup de choses. Mais, vous avez quand même ce risque. Alors que dans un cas d'ETF physique, en fait, eh bien, vous avez un risque qui va être partiel cette fois, beaucoup plus réduit. Enfin, le risque de ce qu'on appelle le risque de concentration, ou ce qu'on appelle aussi le tracking error. Alors qu'est-ce que c'est? C'est simple. Un fonds, quand il va investir par exemple sur le S&P 500, donc il va avoir 500 valeurs en capital, et qu'on a une forte baisse de ces indices. Donc une forte baisse d'un indice, ça peut être simplement 0,1, 0,2% déjà, hein, ça peut être un début de baisse. Là, on a vu avec le début d'année des baisses qui pouvaient aller jusqu'à 2-3%. Je pense notamment à du MSCI World, à du Nasdaq qui a pris bien plus que ça, ou même le S&P 500 qui a pris un petit peu plus. Eh bien, globalement, si vous avez un ETF et que le fonds de base, donc l'indice de base, perd 2%, on va dire, votre ETF ne va pas perdre 2%. Non. Parce que il faut bien comprendre un truc, c'est que le marché réagit et le fonds d'investissement rachète ou revend en fonction de cette réaction. Donc lui, il réagit après. Donc il va y avoir un effet boule de neige. Si tous les fonds S&P 500 revendent en même temps les mêmes choses, eh bien en fait, vous n'allez pas avoir une baisse de valeur qui va être juste de 1 ou 2%, mais des choses qui peuvent aller jusqu'à du 15%. Et typiquement, c'est ce qui s'est passé sur le S&P 500 ou le Nasdaq en ce début d'année 2025. Donc attention, même si vous avez la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire que en gain, vous pouvez avoir une augmentation qui est importante, sur la partie baisse, vous pouvez avoir une baisse qui est bien supérieure à ça. Donc c'est pas que l'indice qu'il faut regarder, mais plutôt la performance directe de l'ETF qui nous intéresse. Attention, c'est important. Et enfin, un risque que j'ai pas énoncé ici, qui est également le risque fiscal. En fait, certains ETF ont une fiscalité plutôt défavorable, selon leur domicile, je pense notamment à l'Irlande, le Luxembourg, etc. Il y a, par exemple, si vous avez un ETF totalement lié au niveau des États-Unis, il faut savoir qu'il y a un retrait à la source. Et je ne compte pas en plus le cas des dividendes. Un ETF qui va être un ETF de distribution, donc qui vous donne des dividendes régulièrement. Ça peut être, en général, c'est plutôt trimestriel, mais ça peut être annuel ou trimestriel, par exemple. Eh bien, vous allez avoir des impôts sur ce dividende. Donc attention à ce qu'on va faire, attention comment on va le faire. Surtout que l'impôt en France, vous pouvez très bien être imposé au niveau juste de l'impôt sur le même montant que pour l'impôt sur votre salaire, ou vous pouvez être au niveau de la flat tax qui devrait passer à 33% sous peu. Donc il y a un petit calcul à faire pour vous, sinon vous allez perdre toute la rentabilité de votre investissement. Où est-ce qu'on peut obtenir les informations? Alors, vous avez énormément de sites qui corrèlent toutes ces données. Je pense notamment à Just ETF, qui est un très bon site pour analyser les ETF, mais où c'est très limité en gratuit, donc ça reste quand même payant, pour avoir des choses comme du screener vraiment avancé. Mais vous n'êtes pas obligé de passer par ces éléments-là. Typiquement, si on prend les meilleurs du marché, qui sont Amundi et toute la famille BlackRock, les autres sont pas si mal, mais c'est quand même les deux plus gros qu'on va trouver sur le marché et qui ont les meilleures performances, eh bien vous avez un site dédié à chaque fois. Amundi a un très beau site où il y a pas mal d'informations. C'est pas toujours très simple de chercher, mais il y a beaucoup de choses. Et les sites de BlackRock et iShares, puisque iShares a été racheté par BlackRock il y a des années,
permet également d'avoir accès à toutes ces informations. Donc vous pouvez, si vous avez un doute, et même moi je vous le conseille, je vais systématiquement sur un ETF que je veux analyser et que je veux aller jusqu'au bout, je vais voir directement sur le site du producteur de cet ETF, et on va vérifier. Donc je vous ai mis les liens vers la dizaine qui est la plus répandue, qui sont les plus connues. Maintenant, il n'y a pas que ces sociétés en ETF, il y en a plus d'une vingtaine. Vous pourrez les voir et vous renseigner. Alors, on a parlé d'ETF. Donc je vous dis, on va essayer de choisir le meilleur ETF du marché. Mais qu'est-ce que je vais utiliser comme indicateur? Alors il y a un indicateur que beaucoup de gens parlent en priorité, c'est l'indicateur des frais. Alors, il n'y a pas que le TER. Donc le TER, ça représente en fait les frais de gestion de votre ETF. C'est-à-dire que le fonds qui gère cet ETF va se prendre des frais tous les ans sur les gains. Alors c'est pas quelque chose que vous allez payer directement, c'est quelque chose qui est imputé en fait à la valeur de gain au niveau de votre ETF. Typiquement, sur un ETF de distribution de type dividende, avant de recevoir la dividende, ils vont se payer. Et sur la capitalisation, ça signifie que l'argent récupéré va être réinjecté dans le nombre d'actions qui va correspondre à une valeur d'ETF, donc à une action. Eh bien, typiquement, ils vont se rémunérer avant. Donc, dire que les frais de l'ETF ont une forte importance, c'est important, mais attention, la performance est bien plus importante que les frais. Donc on en reparlera un petit peu après. On a le cas, donc vous avez vu, je le fais à l'envers, des devises. Donc si vous avez des frais de conversion, attention. Typiquement, faut pas oublier que si votre ETF est en euros et que toutes les valeurs sont en dollars, forcément vous allez avoir des frais de conversion lors de la réception de devises, lors de l'achat, de revente, tout ce qui va bien. Donc ce sont des frais complémentaires qu'il faut ajouter à cet ETF. Et ces frais ne sont pas visibles dans le TER. Donc, attention. On va avoir également, alors là c'est plutôt lié à vos courtiers, toute la partie spread, que j'ai expliqué juste avant, donc les frais qui vont être intégrés, et les frais d'achat et de revente de votre courtier. Faut pas oublier que le courtier, parfois, il peut se gaver sur certains sujets. Donc si je prends l'exemple d'un courtier qui est assez connu, qui propose des ETF à 1 euro de frais, vous avez DeGiro par exemple, qui quand on fait de l'investissement ETF peut être intéressant. Il n'y a pas que lui, si je regarde du Revolut ou même du Trading Republic, les frais sur la partie courtier sont plutôt intéressants. Donc c'est un élément qu'il faut vraiment prendre en compte dès le début, et pour moi c'est l'élément le plus important du début, après la performance bien sûr. Ensuite, la liquidité. Je vais pas prendre un ETF où il y a 500 transactions par jour. Parce que le jour où je veux le revendre, je vais mettre 6 mois à revendre mon ETF, voire plus. Et puis, à chaque fois que je vais le revendre, je vais peut-être avoir un impact sur le montant de la valeur de l'ETF, donc je vais perdre beaucoup d'argent. Donc on va plutôt prendre des ETF qui ont suffisamment de liquidité. Donc la liquidité, ça correspond au nombre de transactions qui sont faites par jour, en vente et en achat. On a ensuite la catégorie, donc je l'ai énoncé un petit peu précédemment. On a des ETF qui sont de distribution, c'est-à-dire qu'ils donnent des dividendes, souvent annuellement ou trimestriels, ou capitalisantes. Alors le gros avantage, c'est clairement la fiscalité. Mais après, ça dépend aussi de votre objectif. Si vous, votre objectif de votre portefeuille, c'est de vous créer une rente, où vous n'avez pas besoin de faire des transactions d'achat ou de revente de vos actions, c'est clair que la distribution peut être intéressante. Là où la capitalisation va être plutôt sur l'investissement long terme pour faire de la revente à un moment donné pour pouvoir récupérer son gain. Donc c'est à vous de prendre en compte les choses. Attention tout de même, la partie distribution, elle est contraignante quand vous êtes hors livret A par exemple, pas livret A, PEA, excusez-moi. Quand vous êtes en PEA, ça va parce que vous n'avez pas d'impôt à payer dessus. Par contre, quand vous êtes dans un compte titre simple, il va falloir remplir des choses au niveau des impôts et c'est beaucoup plus compliqué à remplir. Voilà, c'est un point qu'il faut quand même intégrer, le temps à dépenser sur cet investissement également, les impôts, ça en fait partie. Ensuite, on a le type de réplication, donc ça c'est plutôt de la gestion du risque. Moi je préfère en priorité tout ce qui va être physique,
puisque ça veut dire que le fonds possède réellement les actions. Ça veut dire que ce fonds peut notamment être un réactif au niveau des actionnaires, puisqu'il va être intégré dans tout ce qui va être décision de l'entreprise, et donc il va pouvoir orienter l'entreprise vers la performance, ce qui peut être bien. Alors que le synthétique, on est lié à plein d'autres sociétés, à plein d'autres choses à côté. On se rappelle tous les subprimes en 2008. Eh bien, typiquement, quand vous faites du synthétique, vous êtes sur des contrats complexes, et donc il y a un risque lié à ça. Même si on vous dit il y a de l'assurance, il y a des choses, le synthétique est plus à risque que le physique. Il faut le retenir. Personne n'en parle trop, mais c'est un point pour moi qui est quand même très important au niveau du risque. Ensuite, forcément le prix. Faut bien voir une chose, c'est que si votre ETF il est à 1000 € la valeur, et que vous voulez faire un petit investissement tous les mois de 100 ou 200 €, c'est pas l'ETF qui vous convient. Il faut pas que vous ayez des frais particuliers parce que vous prenez des fractions d'ETF. Il y a très peu de brokers ou de courtiers plutôt en français, qui vous proposent des fractions d'ETF. Donc moi je vous conseille plutôt de viser un ETF qui correspond à l'investissement que vous voulez mettre tous les mois. Si vous avez 500 € par mois, des ETF qui vont aller de 250 jusqu'à 500, ça correspond à peu près à votre marché. Si par contre c'est un ETF qui est à 1500, 200 ou voire 2000 balles l'action, là c'est quand même pas la même chose. Donc attention à ça, c'est quelque chose à prendre en compte lorsque vous sélectionnez également la valeur. Le rendement, réellement, c'est la première chose qu'il faut regarder. Les frais, toutes ces petites choses-là, c'est pas forcément important. Nous, ce qui nous intéresse, c'est combien ça nous rapporte tous les ans. Si vous avez des frais qui sont 3 fois supérieurs aux autres, mais que votre rendement, il fait 10 fois plus, on se pose même pas les questions, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le rendement. Après, que le fonds se rémunère suffisamment pour me faire une surperformance, c'est tout à fait normal. Donc, on regarde le rendement. Moi, en général, ce que j'aime bien regarder quand je regarde le rendement, c'est le rendement annuel. C'est-à-dire, j'achète l'action, donc la part d'ETF, au 1er janvier, je la vends au 31 décembre, et je fais ça tous les ans au niveau calcul. Je ne le fais pas réellement, je prends juste les valeurs, je les soustrais et je regarde la performance de chaque année. Et ça me permet de définir des graphes pour dire, 80% du temps, cette action, elle est performante, elle surperforme ou elle sous-performe. Et ça va me permettre de les classer assez rapidement et de me dire, bon, déjà, on prend que tout ce qui est supérieur à plus de 50% du temps qui gagne. Voilà. C'est des petites choses comme ça qu'il va falloir intégrer si vous faites des portefeuilles avec de l'ETF, et même avec des actions, c'est une bonne méthode. Et puis on va voir aussi les périodes de dividendes. Si votre objectif c'est d'avoir des dividendes tous les mois, eh bien peut-être qu'un ETF c'est pas adapté. Parce que là on va avoir sur un paiement trimestriel. Ou alors faut le combiner avec d'autres valeurs qui vont vous permettre d'avoir des dividendes décalés pour avoir un rendement mensuel. Donc ça c'est plutôt une construction de portefeuille ici. Ensuite, il y a tout ce qui est indicateur de risque, donc j'en ai déjà un petit peu parlé avant. La volatilité, ça c'est important. Si vous avez une action qui a une volatilité jusqu'à 20% dans l'année, alors hors période de crise bien sûr, mais il faut quand même se poser des questions. Tout ce qui va être max drawdown, min drawdown, donc c'est augmentation maximum, diminution maximum, ça c'est des points importants. Si vous avez une action, quand vous prenez les valeurs mensuelles, et que cette action peut perdre 50% d'un mois sur l'autre, bon, est-ce que moi, dans ma tête, je vais être capable de tenir le coup psychologiquement, de dire mon portefeuille peut baisser de 50% d'un mois sur l'autre? Je ne sais pas. Donc ça va dépendre aussi de votre état d'esprit. Mais moi, par exemple, je vais essayer de viser quand même des choses qui sont plutôt maximum autour des 30%, pour pas avoir une variation supérieure à 30% sur mon portefeuille. Ensuite, on a plein de ratios, on a les ratios de Sharpe, de Kalmar et autres, qui permettent d'avoir un ratio de performance volatilité. Je vais pas en parler ici, mais ça fait partie des choses. Et puis le tracking error dont j'ai parlé rapidement juste avant, qui est le pourcentage, de delta entre la valeur initiale et votre ETF. Donc typiquement, si j'ai un ETF sur le CAC 40 et que cet ETF fait 10% de gain, et moi, sur la même période, mon ETF fait que 8% de gain, je vais avoir un delta de 2%. Voilà.
C'est plutôt sur la perte qu'il faut regarder que sur l'augmentation. Parce que ça vous permet d'avoir la vision de l'effet boule de neige. Et c'est là que vous allez avoir les drawdowns qui vont être très forts. Ensuite, on a le poids. Alors, c'est ridicule, mais contrairement à ce que pensent les gens, plus une valeur est grosse, et souvent, plus elle va avoir de mal à faire des grosses performances. Puisqu'à chaque fois qu'elle va faire des variations, elle va faire varier le marché. Donc typiquement, une valorisation de plusieurs centaines de milliards, si je fais une variation de 10 milliards sur une action, ou sur plusieurs actions, eh bien, ces actions vont baisser parce que j'ai vendu mes actions. Donc en fait, les grosses valorisations finissent par créer le marché. Donc attention, c'est un point vraiment très important à prendre en compte. Et ensuite, bien sûr, eh bien, il y a tout ce qui va être répartition. Regardez le pourcentage de répartition des différentes valeurs. Alors ça nous donne globalement des indicateurs clés. Donc là, je vous ai fourni 4 indicateurs, par exemple, qu'on pourrait garder. Typiquement, on veut un rendement qui est au moins supérieur à 10% par an. On veut un ratio de Sharpe. Donc le ratio de Sharpe, c'est le ratio risque-rendement qui est idéalement au moins supérieur à 1. Donc c'est sur un risque évalué à 2% par an. Les frais, donc on aimerait bien quand même des frais inférieurs à 0,5%, parce que moins de frais potentiellement, meilleure performance. Potentiellement, je dis bien, parce que c'est pas le seul point à prendre en compte. Et les encours de gestion, on voudrait quelque chose quand même au-dessus de 500 millions. Ça permet d'avoir une valeur qui est suffisamment grande et stable quand même pour faire des choses. J'ai pas mis de maximum, on en parlera juste après, mais ce sont des points à intégrer. Ensuite, quels ETF on pourrait voir? Alors, je vous ai pris les plus connus, en filtrant quand même par performance. Alors, malheureusement, pour beaucoup d'ETF SP500, on a énormément de valeurs qui sont plutôt jeunes. Beaucoup de valeurs ont pas plus de 5-6 ans. Je vous ai mis quelques valeurs récentes, qui ont 2-3 ans d'historique. Alors, je vais pas vous faire un focus sur l'ensemble des valeurs. C'est un petit tableau récapitulatif. Je vous ai mis les symboles, les usines à chaque fois, la valeur de capital, le montant de dividendes. Donc là, par exemple, vous pouvez voir qu'on est sur des montants de dividendes qui sont plutôt très faibles. La majorité du temps, sur le SP500, les 500 plus grosses capitalisations aux États-Unis, ils font des petites dividendes. Donc on est rarement au-dessus des 1%, il y a une ou deux exceptions avec SPI, mais globalement, on est plutôt en dessous des 1%. Donc si vous voulez un portefeuille à dividendes avec de l'ETF, c'est pas forcément la meilleure solution. Autre point, la partie frais également, vous voyez, là on est sur des frais qui sont plutôt corrects, ça va le faire. Et en fait, troisième petit point intéressant, le PEA. Donc là je vous ai mis 3 valeurs, qui sont des très belles valeurs à chaque fois. On voit qu'il y a 2 Amundi et un BNP qui sont compatibles PEA. Donc si vous avez un PEA et que vous les intégrez et du coup avoir sur votre portefeuille le périmètre États-Unis, bah c'est possible. Attention tout de même, tout ce qui est associé au PEA, c'est forcément des ETF synthétiques. C'est un point à voir. Ensuite, on a le nombre d'années d'historique qu'on a. Donc on voit que là, sur ceux que je vous ai mis, on est maximum sur une quinzaine d'années. Ensuite, les années positives. Là, je vous ai mis que des très belles valeurs qui ont au moins plus de 70% de rendement, enfin d'années positives. À part Invesco, mais il n'a pas encore assez d'années en historique. Mais ça va venir, on voit qu'il a quand même une très belle performance. Et puis après, vous avez la performance de rendement qui a été observée en 2 ans, 5 ans et 10 ans. Moi, je fais systématiquement au minimum sur mes actions, mes ETF, ou quoi que ce soit quand je fais des analyses, ce petit tableau que vous avez sous les yeux, qui me permet d'avoir une vision d'ensemble suffisamment importante pour faire mes choix. Sans ce type de choses, pour moi, il est impossible de faire vraiment un choix connu. Donc, prenez le temps, faites vos petits tableaux, c'est important pour faire vos comparatifs. Ensuite, alors, une autre chose que j'aime bien faire, c'est maintenant, on va les mettre sur des tableaux.
Alors là, c'est des tableaux, c'est un tableau et un graphique qui génère la performance, c'est pas la valeur des actions, et qui va me permettre de voir le rendement moyen. Donc là, on a le rendement moyen à gauche dans le petit tableau, rendement moyen mensuel. Là, c'est important, c'est un rendement mensuel, pas un rendement annuel, bien sûr, on serait bien plus que ça. Sur un certain nombre d'années, donc là, j'ai pris 10 ans, 2015 à 2025. Donc vous voyez, c'est un peu le bazar quand on les met tous. Par contre, maintenant, si on filtre un petit peu, eh ben, on se retrouve avec 5 valeurs qui sont quand même bien au-dessus des autres, au niveau de la performance. Après, sur ce graphe, il y a quelque chose qui est assez intéressant qu'on voit, c'est qu'on voit que ceux qui montent plus vite sont aussi souvent ceux qui baissent le plus vite. Et oui, il y a un peu de gestion active derrière. Donc du coup, à prendre en compte lorsque vous sélectionnez vos ETF, ce type de graphe, c'est typiquement ce qu'on peut faire nous sur notre lab qu'on mettra à disposition au bout d'un moment sur le site. C'est encore en construction, donc c'est pas encore suffisamment fiable sur certaines données. Mais à terme, on vendra du service autour de ça et on distribue ça aussi des licences gratuitement. Sur les résultats, du coup, eh bien, en premier, clairement, la version PEA de la Mundi, qui est vraiment une très belle valeur, avec quasiment 1 milliard, 11 années d'historique, on a plus de 75% des années qui sont positives, donc ça veut dire que vous avez plus de 7 années sur 10 où ça vous rapporte de l'argent. C'est quand même assez intéressant. On a une moyenne de 25% de performance annuelle, ce qui est vraiment exceptionnel. Attention tout de même, depuis 2008, on n'a pas vraiment eu, si je mets à part la côté maladie qu'on a eu il y a pas longtemps, on n'a pas eu vraiment de grosses années de crise. Or, en 2025, c'est une année de crise. Donc ça ne veut pas dire que cette année, on ne peut pas perdre 30 à 40% sur les ETF. Attention tout de même à bien le considérer. Ça remontera très vite, mais en ce moment, ça baisse. Et le deuxième que je conseille également, qui est très bien, même si c'est toujours pas du conseil en investissement, c'est les X-Trackers. Alors vous avez vu le terme UCITS depuis tout à l'heure, sûrement. UCITS, c'est une obligation pour un ETF pour être publié en Europe. Il doit avoir, donc c'est une forme d'assurance avec des critères particuliers, de trésorerie, de liquidité, de pas mal de choses. Ce sont les seuls ETF si vous êtes avec des comptes européens sur lesquels vous pouvez investir. Il y a des centaines et des centaines de ETF, pas seulement une dizaine. Donc ça permet de faire déjà un gros filtre. Aux États-Unis, il y a vraiment beaucoup d'ETF, pas forcément des choses des fois très qualitatives. Donc nous, on a quand même une chance d'avoir des petites choses un peu différentes. Pour le Xtrackers, c'est pas un PEA SP500, c'est un MSCI USA, donc c'est un petit peu plus, mais globalement c'est très très proche. Donc je l'ai quand même mis en élément de performance. On pourrait bien sûr en avoir d'autres. Par exemple, je pourrais avoir un Xtracker dividende. Donc dans ce cas-là, on a le Xtracker. C'est aussi Xtracker. Le SP500 Gros Score, c'est SNPG en symbole, qui lui permet d'avoir 0,6% de dividendes par an avec un paiement semestriel, donc une fois tous les 6 mois. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Si ce type de vidéo vous plaît, indiquez-le dans les commentaires. Je vous invite également à me proposer des actions ou ETF que vous souhaitez que j'analyse. On fait travailler le pouce, on s'abonne à la chaîne pour être informé des nouvelles vidéos, et n'oubliez pas, le bon choix d'aujourd'hui sont les succès de demain. Investissez avec bon sens, et on se retrouve bientôt, c'était Neil. Allez, bonne journée à vous.